Bonjour à tous et bienvenue sur Slice, le podcast qui vous parle de l'entrepreneuriat. J'ai la chance d'être entourée quotidiennement par des gens tout à fait fascinants. Des hommes et des femmes, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui se sont lancés avec la conviction d'avoir la bonne idée, la motivation, l'envie d'innover qui mèneront leurs entreprises et leurs équipes sur le chemin du succès. L'important c'est le voyage, semble-t-il, alors ce chemin, il m'intéresse beaucoup. Le résultat de ma curiosité, le voici, c'est Slice, le podcast. On parlera ici de réussite et d'échec, d'innovation, d'industrie, de création et de reprise d'entreprise, et au final, de la vie, tout simplement. Retrouvez-moi tous les premiers jeudis de chaque mois pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Géraldine Aubry, la patronne de Système G, un cabinet de conseil en cession et reprise d'entreprises industrielles. Avec Géraldine, nous parlerons ici de l'histoire d'un père et de sa fille, de mécanique, de fabrication additive, de changement de vie et d'engagement. J'espère que cet entretien vous plaira et fera naître en vous des envies d'entreprendre. Bonjour Géraldine. Bonjour Marjolaine. Merci beaucoup d'être venue à la maison cet après-midi pour qu'on parle de ta vie de chef d'entreprise, de ton parcours. Voilà, donc pour commencer, j'ai une question un petit peu traditionnelle. C'est savoir à quoi tu te destinais comme métier quand tu étais petite. Est-ce qu'il y a un professeur, un conseiller d'orientation ou tes parents qui un jour t'ont dit « Toi, tu es faite pour ce métier-là » ? Non, pas forcément. En fait, j'ai pas eu beaucoup d'idées. Enfin, si, je voulais être avocate, pilote de chasse, enfin plein d'idées. Voilà, mes parents avaient un commerce, donc je voulais surtout pas être commerçante. Ah, ils avaient un commerce dans quoi ? Ils ont tout eu. C'est passé de la droguerie à salon d'esthétique, vitrerie, cadeaux. C'était dans un petit village au Chambon-sur-Lignon. D'accord, donc, ouais. Voilà, moi j'ai vécu une bonne partie à la campagne, on va dire. Ouais. Donc, j'avais pas forcément d'idée sur un métier. Après, j'avais des facilités. Et du coup, on m'a dit, va en S. Enfin, voilà. Et le cursus S, donc, ouais. Pour te diriger peut-être vers des études scientifiques, mais sans te dire vraiment médecin ou... Non. Comment tu as choisi alors les études après le bac ? Et comme je savais pas ce que je voulais faire après le bac et que j'étais une vraie campagnarde. Non mais vraiment. Dans le bon sens du terme. Oui, mais je connaissais pas trop la ville, tout ça. Et ils m'ont dit, t'as qu'à faire... mes parents m'ont dit, t'as qu'à faire classe prépa. Comme ça, t'auras le temps de choisir. Du coup, j'ai fait un dossier, je me souviens... à l'époque au lycée Foriel. Donc, à Saint-Étienne. Voilà, donc là, il fallait... partir, mais voilà, et du coup j'ai été prise et ça m'a laissé encore 2 ans pour réfléchir. Et plutôt facile la prépa ou non, c'était pas les meilleurs moments de ma vie, mais je voulais vite en sortir, donc du coup j'ai pas redoublé, j'ai fait que 2 ans de prépa. Je voulais plutôt faire de la chimie, mais j'avais mis des écoles, on va dire, pas trop loin de chez moi. Ouais. Et puis entre autres la mécanique. Après j'ai un lourd passé dans la mécanique, dans la familiale. Mon grand-père, père, voilà, qui travaillait déjà au GIAT ou dans la mécanique. Et du coup, j'ai été prise dans une école à Besançon qui s'appelle Mécanique et Microtechnique, l'ENSEM. Et du coup, je suis allée faire mes études là-bas. Et ton cursus, ça a duré combien de temps ? Et du coup, 3 ans. Enfin, après le bac, 5 ans. 2 ans de prépa et 3 ans d'école d'ingénieur. Et ingénieur en mécanique, du coup. Oui. C'est pas commun, vous étiez beaucoup de nanas ? Non, sur 100, non, on était 106 et on était 6 filles. Ah, c'est bien. Voilà. Ok. D'accord. Et donc, t'as pas redoublé, parcours linéaire, excellence, tout va bien. Très sage à l'école. Et du coup, stage de fin d'études ? Oui, j'en ai fait même 2, je crois, 2 stages. Enfin, il y avait à l'époque, c'était pas autant que maintenant les stages. Ouais. À l'époque, donc j'avais fait un stage ouvrier et j'avais fait un stage chez Ereco à Andrézieux. Ils faisaient des tresses électroniques, enfin c'était de l'électronique. Et le stage ouvrier, c'est ? Je me souviens plus où je l'avais fait. Je crois chez Migenot. Migenot, d'accord. Ouais. Ah oui, Stéphanois, très connu. Oui, voilà. C'est les engrenages Migenot, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc toujours à Saint-Étienne, autour de Saint-Étienne. D'accord. Oui. Donc tu sors de l'école et qu'est-ce que tu fais ? Alors là, je me dis, j'avais fait que du linéaire. Je me dis, je vais prendre un peu de vacances. Ouais. Et je trouve un poste. Je me dis, je vais pas tout de suite attaquer ma recherche d'emploi parce que je
prise de trouver rapidement. Et puis j'étais très amoureuse à l'époque et je voulais pas partir trop loin. Donc je me suis dit, juillet-août, l'été, qu'est-ce que je fais ? Bon, je vais travailler un petit peu. Et je trouve un poste de secrétariat, remplacement, enfin voilà. D'accord, truc, secrétariat. Voilà, d'accord, mais okay. par connaissance. Et puis en fait, il s'avère que le directeur opérationnel part sur un autre poste. Et du coup, le poste est libre. Et du coup, directement de directeur opérationnel. Mais c'est une toute petite société. Mais quand même, Non, c'était plus tout ce qui était production. Enfin, c'était pas un poste de directeur. Chez Michelin. Non, c'était voilà, entre le chef d'atelier et le directeur, quoi, en gros. Ok. Voilà, donc je suis restée 4 ans, du coup, 4 ans. D'accord. Donc finalement, prendre du temps pour toi, plus trop. Ouais, en fait, non. J'ai même pas eu un mois pour moi. Ça s'est vite enchaîné. Et tant mieux. Après, là-bas, j'ai progressé parce que la société n'était pas ISO 9001. J'ai fait passer la société donc ISO 9001. ISO 9001, si tu peux définir ce que c'est. C'est la norme qualité. Norme qualité, ok. Norme qualité, voilà, des entreprises classiques. Ouais, c'est classique. Ouais, voilà. À peu près tout le monde voilà. a ISO 9001. Et là, du coup, on structure des processus, etc. pour... C'était quel type de métier ? On était sur du tricotage. Alors, du tricotage ? Mais du tricotage industriel. Donc, en fait, c'était que des hommes, d'ailleurs, dans cette société. C'est des grosses machines et il y a des bobines de fil et elles font des espèces de grosses chaussettes qui servent pour tout ce qui est pâtissage. En fait, tout ce qui est maille, en fait. Ok. Et donc, on faisait beaucoup de tissus... je me souviens, on travaillait pour le Sentier à Paris. On travaillait beaucoup pour Rouen aussi, des entreprises de textile. C'était quand même un milieu très, très compliqué. C'était une petite structure, donc on avait l'agilité de pouvoir se battre face à la concurrence internationale parce qu'on pouvait livrer des petites quantités. On faisait beaucoup d'échantillonnage et puis après, les vraies quantités étaient faites à l'étranger. Mais notamment pour des vêtements enfants ou des choses comme ça, on faisait des choses qui étaient sympathiques. Ouais. D'accord, donc c'était vraiment du textile, on va dire, civil pour l'habillement, ouais. etc. Non, c'était des applications. Voilà, mais depuis, l'entreprise n'existe même plus. Donc, d'accord, ok. Le textile, franchement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont... périclité, ouais. Et du coup, donc, tu es restée 5 ans, tu es restée au même poste ou t'as oui, du coup, non, il n'y avait pas de possibilité. On devait être une quinzaine, donc c'est une petite structure. Voilà, et en fait, après, je suis tombée enceinte, en fait. Et voilà. Et là, j'ai arrêté à ce moment-là. Je suis partie à ce moment-là. Quand t'es tombée enceinte ? Non, je n'ai pas repris, en fait. Ah oui, t'es partie en congé mater et t'es restée... Et après, je n'ai pas repris parce que là, mon père, en même temps, a eu un parcours où lui aussi s'est retrouvé à un moment de sa vie où il devait choisir qu'est-ce qu'il allait faire. Il avait déjà repris des sociétés, etc. Il avait déjà... Oui. Et il s'était séparé de son associé, il avait envie de reprendre. Et puis, moi, j'avais envie de changer aussi. Voilà, j'avais plus envie de rester. Et on s'est dit, allez... Faisons quelque chose ensemble. On se tape dans la main et on dit, oui, on se lance ensemble. Lui, il voulait pas se lancer tout seul non plus. Et moi non plus. On s'est dit, père-fille, vous avez une super relation quand même. Oui, parce oui. Que c'est, c'est pas, après, c'est vrai que c'est pas commun, ça existe les entreprises familiales, mais est-ce que tu as appréhendé ? Là, en fait, c'était pas l'entreprise de mon père. Oui. Ça allait être notre entreprise. Ouais. Donc, on s'était dit qu'est-ce qu'on allait faire chacun. On était très complémentaires. Moi, je suis quelqu'un de très terre à terre. En fait, je suis vraiment les pieds sur terre, logique, rationnel. Voilà. Et lui, c'est un rêveur. Lui, il a la tête tout le temps parce qu'il a 1000 projets à l'heure. Et moi, je le ramène à la réalité. Et lui, il me fait aller plus loin. Donc, avoir une vision plus... Voilà. Et du coup, on était hyper complémentaires. Franchement, c'est des super années. Franchement, la collaboration avec mon père, c'était super. Et, c'était quoi votre entreprise ? Alors, la première entreprise qu'on a reprise, c'était en 2001. Ouais. On a repris une société qui s'appelait... Alors, c'était 2 petites sociétés. Au total... 15-20 personnes, je crois. Donc, c'était la mécanique générale de précision à Roche-la-Molière. Et donc, 20 personnes qui s'appelaient SMIB
et l'entreprise ARM. ARM. Donc, on rappelle que tu viens d'accoucher, tu as un bébé qui a 6 mois. Bah oui, c'était en décembre, elle est née en mai, Sophia. Donc, et toi, tu reprends une entreprise. Oui. Donc, au niveau challenge, comment ça se passe de reprendre une entreprise? Tu te rappelles par quoi vous êtes passé au niveau de... Bon, il faut avoir de l'argent. Oui, alors lui, il avait l'argent. Moi, j'en ai emprunté, j'en avais pas. T'as emprunté de l'argent? Moi, j'ai emprunté de l'argent pour avoir une part. Mon père s'était séparé avec son associé, donc il lui avait payé ses parts. D'accord. Donc, du coup, lui, il avait de l'argent. Bah, en fait, on est passé par un organisme qui s'appelle le CRA à l'époque. Le CRA, d'accord. Le Club des repreneurs d'affaires, ça existe toujours. Ceux qui cherchent à reprendre, ils connaissent. Et j'en ai fait maintenant mon métier aussi. Oui, moi. on verra ça. Comme quoi, ça m'a poursuivi depuis 2000 ans, ça fait 20 ans. C'est une professionnelle. Ouais. Et bah, du coup, on étudie des dossiers, en fait. Donc, c'est pas la première entreprise qu'on a vue. Celle-ci, bah, elle réunissait beaucoup de critères. C'est quoi les critères? Bah, les critères, on voulait de la mécanique. D'accord. Parce que tous les deux, moi, je voulais revenir aussi à la mécanique. Lui aussi, il avait une formation. Enfin, lui, c'est que la mécanique. Il a été directeur de bureau d'études. Enfin, lui, il est parti d'un DUT. Il n'avait pas un diplôme d'ingénieur. J'étais la première ingénieure de la famille, donc je vais te dire... Ça, c'était quelque chose. Surtout pour mes grands-parents qui sont arméniens. Voilà, c'était très, très important, cette histoire-là. Grande fierté. Ouais, grande fierté. Et il y en a eu d'autres après, des petits-enfants qui ont été aussi ingénieurs. Et mon grand-père, il travaillait au GIAT à l'époque. Alors, sur GIAT. le VAB. Donc, anciennement, Nexter. Enfin, oui. Maintenant, c'est devenu Nexter. Ouais. Il était à Saint-Chamond et il travaillait sur le VAB. Et lui, il a franchi, donc, immigré arménien, arrivé juste après le génocide, parlant pas français, etc. Dans les cantonnements, tout ça, à Saint-Chamond. Et il est passé partout. Il a fini au bureau d'études à Saint-Chamond. Donc, voilà. Aussi un parcours exceptionnel. Ouais. Et pour revenir, donc, les critères, c'était quoi? Donc, la mécanique sur la région. Oui. Voilà. Où il y avait de la place pour deux. Ouais. Il fallait quand même qu'il y ait deux postes. Et là, c'était le mari et la femme qui partaient. Donc, c'était le père et la fille qui reprenaient. Mais elle était en bonne santé, en plus, économique. Oui, en bonne santé. Après, comme on dit, on l'a payé un peu cher. On a accepté de la payer un peu plus cher que ce qu'elle valait. Ça coûte combien Ça coûte combien? C'est des ratios, en fait. D'accord. Il y a plusieurs façons de valoriser une société. Tu peux la valoriser d'une façon patrimoniale, rentabilité. D'accord. En gros, par exemple, dans l'industrie, actuellement, on est entre 3 et 5 ans de rentabilité nette. Voilà. Okay. Soit c'est à peu près ça. La valorisation patrimoniale, elle est relativement assez rare qu'on l'utilise. Donc moi j'ai fait un emprunt à cette époque et puis on s'est lancés tous les deux. Donc les critères étaient réunis et c'était parti. Voilà. Et ça a duré combien de temps? 2001 jusqu'à 2006. D'accord, ouais. Où là, mon père, il a eu quelques problèmes de santé. Donc, je me suis retrouvée un peu toute seule. Mais bon, c'était une petite société. Oui. Et puis, à un moment, on tournait en rond. Il n'y avait pas la place pour deux. 15 personnes. Voilà. Et là, on a décidé en 2006... en fait, non, c'est pas on a décidé... en fait, on est venu nous voir en nous disant il y a l'entreprise voisine à côté qui est à vendre. Par contre, c'est 60 personnes. On est sur un autre niveau. Bonjour. C'est 6 millions de chiffre d'affaires, nous on en faisait 1,5 million. Est-ce que ça vous dit tout ça? J'ai déjà un repreneur, mais il est tout seul. Il peut pas acheter tout seul. Il faut qu'il s'appuie sur une structure qui existe. Moi, je dis oulala, non, c'est trop gros, etc. Mes pieds. Là, rationnel, mon père a dit mais si, c'est génial. C'est génial. Et puis quelques mois pour se décider, on rencontre la personne qui est déjà sur le dossier, mais qui c'est un repreneur individuel, c'était pas une société. Nous reprenait, on avait déjà 5 ans derrière nous d'expérience et surtout de validation vis-à-vis des banques. Quand on prouve qu'on sait gérer une entreprise, voilà, les banques y suivent. Oui. Par contre, un repreneur individuel qui a encore jamais une société, voilà. Et donc, on rencontre le vendeur, tout ça, ça se passe très très bien. Et puis, 2006, on rachète Comefort cette fois-ci. Comefort, donc, c'était l'entreprise voisine à 20 mètres. C'est pas loin, vous restez dans la même zone. Ah oui. Voilà. Et avec un associé. D'accord. À 50-50.
Ton père et toi 50 et l'associé 50, d'accord. C'est ça. Ok, qui venait travailler tous les jours à Lui, l'usine. il était le directeur opérationnel de Comefort. D'accord. Et moi, je venais plus sur la partie administrative, financière, en soutien, voilà, plus sur cette partie-là. Et puis, au bout de quelques temps, assez rapidement d'ailleurs, je crois 2-3 ans, c'est pas qu'on s'entend plus, mais on n'est plus tout à fait sur les mêmes objectifs. Voilà. 2008, on passe la crise. En fait, c'est la crise. D'accord, ouais. 2008, grosse crise. Ouais. Où là, on ne sait même pas comment on a réussi à s'en sortir. Si on le sait, parce qu'on a eu le soutien de clients, on a eu les banques qui nous ont fait des moratoires sur nos emprunts. Et puis, je vois que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision. Je suis tout le temps en train de prendre toutes les décisions. Ouais. Et voilà, on s'explique. Et puis, on se dit, non, ça marche pas. Ça marche pas. Et donc, on se sépare. Et on reprend. Une séparation. Sépare. Ça se passe. Là, ça s'est très bien passé, de mon point de vue. Ouais. Donc, tu rachètes. On rachète, sépare. D'accord. Voilà. En fait, c'est une entreprise. Quand on s'associe, c'est comme un mariage. À un moment, ouais. On avait fait... En fait, quand tu as un associé, généralement, tu rédiges des clauses d'associé. C'est un peu comme un contrat de mariage. En gros, qu'est-ce qui se passe si on se sépare? Okay. D'ailleurs, c'est très important, quand on s'associe, même si on pense que tout va bien, de pouvoir rédiger ça. Et de pouvoir y penser. Il faut le penser et le rédiger. C'est hyper important. Et ça rassure tout le monde. Même si tant mieux si on ne s'en sert jamais, mais c'est hyper important. Enfin, voilà, je donne comme conseil. Non, mais c'est fait pour ça. Hein. Et donc, on se sépare et là, on récupère donc 100% des titres de Comefort. Et je crois que c'est en 2010 ou 2011. Et qu'est-ce que vous faisiez au Comefort? À Comefort. À Comefort, on faisait beaucoup... toujours de la mécanique. Hein. Oui. Donc, usinage, tournage, fraisage, montage. Alors, une grosse partie... On ne connaît pas ces métiers. Usinage, fraisage, tournage. On les connaît pas, on en entend parler, mais c'est vrai concrètement, qu'est-ce que c'est? Si tu peux... Désolée, on rentre un petit peu dans les détails, mais c'est vrai que c'est pas très... Alors, comment expliquer? Donc, en fait, c'est des machines-outils. Oui. En fait, on prend de la matière, donc ça peut être des aciers, des inox, des aluminiums, du plastique, etc. Ouais. Donc, il y a des nuances de matière qui sont énormes pour faire des pièces qui vont aller dans des ensembles mécaniques. Donc, ça peut être aussi bien dans des voitures, dans des armes, puisque nous, on travaillait beaucoup pour l'armement, dans le nucléaire, des pompes, par exemple pour le nucléaire ou pour le pétrole. On travaillait sur des domaines d'activité, ça peut être dans l'agroalimentaire, tout ce qui est machine, mécanique, où il y a des pièces en acier, on va dire, pour essayer. D'accord. Et donc, en fait, l'usinage, ça consiste à... enlever de la matière pour fabriquer une pièce, façonner une pièce en fait. Voilà, pour essayer d'expliquer. Ouais, Après, tournage, fraisage, c'est la différence, c'est qu'il y a dans le tournage, c'est la pièce qui tourne et dans le fraisage, c'est l'outil qui tourne. Donc, on utilise des outils qui vont aller enlever de la matière sur les pièces pour réaliser des pièces. Ok, et donc comme tu disais, c'est hyper intéressant parce que c'est multidomaine. Du coup. Ah oui, en termes d'activité, donc on passe... Alors, on avait SMIB et ARM, donc... Ah oui, qui sont toujours là, parce qu'en fait, vous étiez toujours... Ah bah oui, c'est vrai. Vous aviez toujours les deux autres sociétés. Oui, on les abandonne pas. C'est vrai. Donc là, on était sous-traitants. On est sous-traitants sur SMIB et ARM. Donc, on travaille pareil pour plein de secteurs d'activité, mais on est sous-traitants pour des gens, on va dire, de la région. D'accord. Des gens qui ont... Alors, nous, on est 15, on va avoir des clients qui sont 100, 150. Mais on reste sur des clients très locaux. Des PME. Voilà, local, régional à la rigueur, mais on n'est pas ni à l'international, ni même au national. Par contre, Comefort, là, on s'attaque à un autre... donc là, on est 60. D'autres marchés. Ouais. D'autres marchés. Donc, une grosse partie internationale avec le pétrole. Puisqu'en fait, le pétrole, il y avait une grosse activité sur la région. Il y avait un acteur important qui était à Saint-Étienne et qui a laissé, qui est parti depuis, mais qui avait laissé cette historique ici. D'accord. Cette histoire ici, de grosses compétences sur ce domaine-là, et puis une grosse partie armement. Okay. Et là, on travaille sur du système d'armes et on retrouve les voilà. Comment on commercialise tout ça? Est-ce que c'était toi qui étais... Non, du coup, je passe d'une entreprise. Alors, sur SMIB à ARM, je faisais tout. Okay. Tout le vendredi après-midi, je faisais le ménage.
Les week-ends, il m'arrivait d'aller faire tourner des pièces quand on était trop en retard. J'allais faire tourner les machines. C'est vrai? Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, je faisais tout. On faisait les livraisons, le commercial, les achats, tout. Alors, j'ai tout découvert. Et puis, j'avais 28 ans quand je suis devenue patronne de gars dans l'atelier qui en avaient 45, 50. Et comment ça se passe, ça, la relation? Ça se passe, je suis tombée sur une entreprise géniale parce que c'était une entreprise qui était déjà très familiale, ce genre de boîte. Oui, le mari et la femme, c'est ça. Donc, déjà. Et en fait, ils ont vu que je tenais la route techniquement. Ouais, tu savais. Et du coup, ils m'ont très bien intégrée. Ouais. Et ça reste des gens avec qui j'ai été très proche. Enfin, pas... on n'est pas devenus amis, mais c'est des gens à qui je pouvais aussi bien faire confiance et eux me faisaient confiance. D'accord. Après, Comefort, c'était autre chose. Comefort, là, il y avait une structure. Oui. Donc, il y avait un commercial. Donc, c'était pas moi qui faisais le commercial. Il y avait des comptables. Ah oui, parce qu'à SMIB, je faisais la comptabilité aussi. Les payes, tout. Ah, quand je te dis tous les métiers, tout découvert. Tous les métiers transverses. Mais c'est super la qualité, les achats, enfin tout. C'est super intéressant. Mais aussi, les livraisons, je faisais tout. Comefort, ta place? Alors, au début, quand il y avait l'associé, moi, je venais plutôt sur la partie administrative et financière. Donc, regarde, le conseiller, etc., l'aider, etc. Quand il n'y a plus l'associé, là, je prends la direction opérationnelle de Comefort. D'accord. Donc là, je m'occupe de gérer l'entreprise avec des fonctions support. Il y a des chargés d'affaires, il y a un gars à la qualité, il y a un chef d'atelier. Et moi, je coordonne tout ça. Je coordonne et en même temps, tu as un œil l'entreprise. technique qui te permet de voir dans l'atelier ce qui se passe et tu t'y connais quand même. Enfin voilà, tu es capable de voir si problème, etc. Voilà. Est-ce que ça te libère du temps? Parce que vu que les deux autres entreprises te prenaient quand même pas mal de temps, est-ce que le fait d'arriver dans cette entreprise qui est beaucoup plus pourvue, on va dire, en termes d'employés, est-ce que ça te libère du temps peut-être pour ta vie à côté Pas spécialement, parce que j'ai toujours SMIB ARM à m'occuper un petit peu, parce que je trouve pas forcément les bonnes personnes pour me remplacer, etc. Après, en plus, on déménage SMIB dans Comefort à un moment donné. On a toujours plein de projets. Jamais... Mes experts comptables, toujours, ils me disaient, mais avec vous, c'est jamais... Il n'y a pas une année où vous ne faites pas un truc, quoi. Je reprends un truc, on se sépare avec l'associé, voilà, tout le temps quelque chose. Pour faire évoluer la société, etc. Tout le temps quelque chose, et on réfléchit tout le temps à... Et moi, même mon père, il n'était pas tout le temps présent, il a été présent à des moments donnés, ça allait mieux. Mais même quand il ne pouvait pas venir forcément tous les jours, etc., il était présent à me conseiller, à m'aider. D'accord, Voilà, c'est ça. J'ai jamais senti cet isolement. Mais en fait, j'ai appris un autre métier avec Comefort. Parce que je faisais tout et là, j'ai appris à déléguer. Et donc, ça s'apprend aussi, ça prend un peu de temps parce qu'au début, quoi, ça veut dire quoi déléguer, surtout que moi j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai pas fait une école de commerce, j'ai pas fait une école de compta, moi très technique, et en fait j'ai jamais exercé mon métier technique. Mais comment t'as fait justement pour apprendre ces métiers? Enfin, c'est vraiment, t'es là, t'as pas le choix, tu le fais, ou quand même t'es allé trouver des aides, je sais pas moi, dans une CCI ou par des contacts, une pote comptable, je sais pas qui aurait pu te former pour apprendre toutes ces autres métiers. En fait, j'ai appris métiers. sur le tas. Puis à l'époque, on n'avait pas des tutos, des trucs. On n'avait pas YouTube. Comment faire une fiche de paye? Bonjour. Non, et puis je l'ai appris aussi avec les gens. J'ai su m'entourer aussi de gens qui savaient faire et qui ont pu te montrer ce qu'il fallait faire. Ouais. Ok. Et vu que tu ne t'arrêtes jamais, du coup, Comefort, tu t'es pas arrêté là? Non. Bien sûr que non. Donc, on reprend Comefort, voilà. Et en 2013... du coup avant, parce que 2013 c'est la date où on lance 3DEP. Et là c'est une création. Donc entre temps j'ai oublié. Ah oui. En 2006 je reprends une autre société aussi. D'accord. Parce que je reprends Comefort, mais en même temps. D'accord. Parce que mon père vise Comefort et puis moi à côté il y a quelqu'un qui vient me voir et je rachète une autre société qui s'appelle Mekapi. Donc une petite boîte de 3-4 personnes qui faisait du taillage d'engrenages. Tu sais, c'est les pignons. Ok, ouais. Tu vois ce que c'est un pignon? Voilà. Ouais. Voilà, je fais ça. D'accord. Et je rachète en même temps.
Et là, pareil, je peux pas te raconter tout, mais c'était folklorique là aussi. Et là, je déménage, parce qu'on avait ARM et SMIM. Et ARM déménage à Mekapi. Et puis, Mekapi, on était assez monoclient. C'est une entreprise que j'ai gardée 3-4 ans. Et à la fin, que j'ai liquidée. Alors, qu'est-ce que c'est une liquidation ? Eh ben, on a un client. En fait, on a un client qui fait 70% de notre chiffre d'affaires. Ouais. Mais comme j'étais très absorbée par Comeffort, je me suis moins intéressée à Mekapi. Mekapi gagnait de l'argent bien sans qu'on s'y intéresse trop. Donc, je sais que c'est pas bon quand même d'avoir un client qui fait 70% du chiffre d'affaires. Ouais, non, c'est dangereux. C'est dangereux. Problème, mais je le sais. Oui. Mais je me dis, je le traiterai plus tard. Puis finalement, en fait, le client... En fait, c'est mon client qui fait ça, un seul client aussi en face. Ah ouais, d'accord. Et donc finalement, il délocalise tout en Inde. Aïe, ouais. Et donc, on perd le marché. Oh, wow. Donc, on le sait bien en avance. Hein. Ok, ouais. Bon, j'avais 4 salariés. Tout le monde j'ai eu le temps de prévenir tout le monde. On a fini la société proprement. Je suis allée au tribunal de commerce et on a dit, on peut plus continuer parce qu'on n'a plus assez d'argent. Mm-hmm. Donc, tout a été payé correctement. Ouais. Mais la société s'est arrêtée. Et les 4 employés, ils sont... Il y en a qui sont reconvertis. Il y en a un que j'ai pu reprendre dans une. Chacun a pu retrouver quelque chose. Voilà. Okay. Mais comme ça s'est fait... proprement et dans le temps, on a eu le temps de l'anticiper parce que on a su qu'il délocait. Et ça c'est pas le temps que tout soit passé en Inde, on a eu le temps de se préparer, de se préparer. Tout le monde a pu se préparer. Mais c'est vrai que du coup c'est un échec. Enfin, je veux dire il n'y a pas que des succès. C'est pour ça que tu vois, j'y pense pas, mais ça fait partie aussi de mon histoire. Et tu l'as mal vécu ou pas mal vécu, mais forcément je suis déçue. Oui. Parce que c'était quelque chose, je voulais en faire quelque chose et puis c'est faute de temps, hein, à un moment donné, on peut pas être sur tous les fronts et aussi. En fait, tu l'as racheté pourquoi ? Parce qu'il y avait une belle rentabilité et j'ai vu une opportunité, ils avaient un grand bâtiment et j'ai vu l'opportunité de pouvoir déménager à RM dans le même bâtiment, de réduire les frais fixes parce que tout le monde était dans le même bâtiment, donc ça nous réduisait nos frais fixes et donc il y avait un vrai intérêt. Et bon, quand Mekapi a liquidé, du coup, j'ai dû retrouver un autre local pour ARM. D'accord, ok. Et j'ai payé, l'entreprise, j'ai eu le temps de la rembourser. Combien je l'avais payé, j'ai eu le temps de le rembourser, quoi. Voilà, opération blanche, en fait. Opération blanche, et puis ça prend. Hein. Ça prend. Ouais. Et 3DP. Ah, 3DP, donc en 2013, 3DP. 3DEP, pardon. Excuse-moi. Et là, donc c'est une idée de mon père, ça. Encore une fois. On suit papa. Bonjour. Non, lui, il a les idées. Après, débrouille-toi. Et donc, il me dit la fabrication additive. Alors, qu'est-ce que c'est la fabrication ? L'impression 3D. Impression 3D. Métallique. D'accord. Donc, c'est ajout de matière par couche. Voilà. Pour former, on n'enlève pas de la matière comme dans l'usinage. Là, on ajoute de la matière pour faire une forme de pièce mécanique. On crée la pièce très bien. Je peux travailler dans la mécanique. C'est bon, je suis prête pour la mécanique. Et du coup, effectivement, on fait beaucoup de veille dessus pendant une bonne année où on se dit c'est intéressant. On voit qu'il y a des compétences sur Saint-Étienne. D'accord. Il y a des écoles, il y a le CETIM qui travaille déjà dessus, l'ENIS qui travaille dessus, les mines. On voit que il y a des belles compétences très territoriales intéressantes sur lesquelles on peut peut-être s'appuyer. D'accord. Donc là, on fait de la veille, mais aussi on va les voir, on fait on voit ce puis on se dit oui, pourquoi ? Ah oui, puis entre-temps aussi. J'ai été présidente de Mécaloire aussi. Oui. Mais ça, on y viendra après. On y vient après, ouais. Mais parce que je me dis, ce projet, on regarde, on pense qu'il nous faut au moins 2 millions d'euros pour lancer ce projet. Ah oui, c'est la création d'entreprise. Ouais. On se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on s'installe ou pas ? Donc là, moi, je fais un peu de veille au niveau des adhérents de Mécaloire. Ouais. Je propose le sujet plusieurs fois. Je me dis, personne ne mord. Non. Ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse pas ou parce qu'on ne connaît pas ? On ne connaît pas et en plus, ça n'intéresse pas parce qu'on se dit, c'est trop tôt. C'est trop tôt ou
pourquoi c'est les mécaniciens qui se prendraient cette technologie? Et nous, on voit un vrai intérêt. On voit, parce qu'on est sous-traitant. Là, on a un bureau d'études. Donc, c'est-à-dire qu'on ne fait plus des pièces. On peut amener quelque chose en plus au client. On peut faire des produits propres. Voilà. Et là, on se dit, non, mais ouais, il y a une place à prendre. Tant pis, on se lance tout seul. Ok. Donc, toi et ton papa. Voilà. C'est parti. Et là, donc, on va chercher... on fait un business plan, voilà, en création d'entreprise, start-up, du coup, sur un modèle start-up. Et là, on voit qu'il faut qu'on lève 2 millions. Et donc là, on va taper un peu tout le monde, etc. On va voir les banques, les prêts innovation. On voit que les gens comprennent le process, ont envie de s'impliquer. On va voir les politiques, on va voir tout le monde et on lance 3DP. Toi-même, alors en fait, parce que tu avais déjà un réseau qui te permettait d'aller taper à la porte de ces gens ou par des amis, par quel biais tu arrives à toucher ces personnes? Eh ben, un peu à la débrouille, ça dépend lesquelles. D'accord. On essaye d'aller quand on est invité dans une manifestation et on voit qu'il y a telle personne, on y va. Et puis... Mécaloir, on en parlera après, mais ça m'a permis d'ouvrir quand même des portes. On peut en parler là maintenant. Donc Mécaloir, qu'est-ce que c'est? Alors Mécaloir, c'est une association qui existe toujours, mais à l'époque c'était une centaine d'adhérents dans la mécanique industrielle, donc sur la région Loire-Haute-Loire. Et comment tu deviens présidente de... Alors j'étais adhérente depuis 3-4 ans, j'ai voulu m'impliquer, c'est moi qui ai voulu m'impliquer. Donc, du coup, je suis passée trésorière. Okay. Et puis, il y a une année où le président décide de dire, moi, ça y est, je passe la main. Je passe la main. Okay. Et là, ça s'est fait un peu, les gens qui disent, allez, Géraldine, vas-y. Je pense que, après, toujours avec le recul, je me dis aussi, j'étais une femme. Et je pense que d'avoir l'image d'une femme présidente d'un réseau de mécaniciens, voilà, ça a joué aussi, mais aussi mon implication. Je pense que j'étais... mais je pense que ça a joué aussi. Oui. Et puis, voilà, et me voilà présidente de Mécaloir. Et franchement, je suis passée dans mon histoire... j'étais hyper timide. J'étais quelqu'un de... très très réservée, etc. Et pourtant en gérant toutes ces boîtes... Oui, mais après, tout ça m'a fait, au fur et à mesure des années où j'ai, au départ, SMIB ARM, les gens rentraient, ils pensaient que j'étais la secrétaire. Moi, plusieurs fois, on m'a dit, je peux voir le patron. Je disais, mais c'est moi. Coucou. C'est pas des métiers où on s'attend à te voir, quoi. Non. Enfin, avoir une femme, on va dire. Voilà, en plus, j'étais une gamine, quoi. 28 ans, j'étais une gamine. Les gens, ils pouvaient pas imaginer. Et puis, au fur et à mesure, j'ai dû m'imposer, et j'ai gagné en maturité, en assurance. Ouais. Et Mécaloir aussi, ça m'a aidé aussi, parce que j'ai rencontré d'autres gens. Moi, j'avais mes clients, mes fournisseurs, et là, j'ai rencontré mes confrères, mes concurrents, concurrents, et puis tout le monde politique qui va avec. Parce qu'une association, on était financé par les financeurs publics, la région, le département, la ville, tu connais. Et alors, on avait les adhésions des adhérents, et puis il fallait que j'assume ma place de présidente, quoi. Oui, il faut s'affirmer. Ouais. Voilà. Ok. Donc tout ça m'a fait qu'apprendre des choses. J'ai tout le temps progressé, personnellement. Et je pense que c'était un peu ça mon moteur. C'est de jamais être resté les deux pieds dans le même sabot. Jamais. Ok, toujours se diversifier. Toujours se diversifier, faire des nouvelles choses, faire des virages de stratégie, etc. Ne pas hésiter quand on voit qu'on va dans le mur, à prendre les mesures qu'il faut. Même si il y a eu des fois, ça a été très très dur. Moi, je me souviens, en 2008, j'ai dû faire un plan de licenciement. J'étais pas en plan de licenciement parce que c'est au-dessus de 10 personnes. On a licencié un peu moins. Mais ça a été une des pires moments de ma vie, je crois. Ouais. C'est ça. C'est licencier 9 personnes. Ça a été très très dur. Mais il y avait... En fait, je l'ai vécu en me disant, soit tu licencies ces 9 personnes,
soit la boîte elle coule, et là c'est 50 personnes, 60 personnes. Et tu fais quoi? En fait, chef d'entreprise, c'est prendre des décisions. Pour moi, la plus grosse qualité d'un entrepreneur, c'est sa prise de décision. Mais il prendra des décisions et s'éclairer au maximum sur les prises de décision qu'il peut avoir. Mais à la fin, c'est lui qui doit trancher. Ouais. Il faut avoir le courage de le faire. Ouais. Et de l'assumer. Et de l'assumer derrière. Et comment tu choisis les gens qui partent? C'est les métiers dont on n'a pas besoin après, dans l'entreprise. C'est des critères. C'est des critères en fonction de classique, hein, licenciement économique. Hein. Ouais. Donc, tu as 3 critères. À l'époque, c'était 3 critères. Et puis, tu les choisis pas. Hein, c'est les critères qui les choisissent. D'accord. Ok. Mais c'est pas facile, quoi. J'imagine. C'est pas facile. De toute façon, tout ce qui est... toute cette partie humaine, c'est le plus compliqué. Mais en même temps, t'es chef d'entreprise, tu as la responsabilité de tes salariés. Sinon, tu n'es pas chef d'entreprise. Si tu ne penses pas que derrière l'entreprise, c'est des hommes, hein, c'est pas des machines, c'est pas des marchés, mais c'est les hommes qui la composent, hein, qui fait la force d'une entreprise. Et quand tu dois te séparer de ces hommes ou ces femmes, c'est des humains quoi, derrière. Et c'est compliqué. Okay. Mais c'est ça qui te fait lever tous les matins. Te dire derrière, il y a... quand j'ai vendu Comme Effort, on était 70. Il y avait 70 personnes qui vivaient. Si je faisais des erreurs stratégiques, ça pouvait mettre 70 familles dans le pétrin, quoi. Ouais. Et donc, il faut penser à ça. C'est des responsabilités. Et le fait de savoir trancher, prendre des décisions, de toute façon, c'est ça qui fait avancer. Hein. Si tu ne prends jamais de décision, tu n'avances pas. Ouais. La vision aussi. La vision du chef d'entreprise. Okay. Super importante. Très, très important de savoir où on va. Même si on change de cap à un moment, mais d'avoir et de pouvoir la transmettre pour impliquer les gens. La faire comprendre aux gens, surtout. Pour pas qu'on ait l'impression qu'on ne sait pas où on va. Quand on arrive à mobiliser les gens, il y a le salaire, mais il y a l'implication aussi, la vision que tu peux pas, et la reconnaissance que tu peux avoir aussi de leur travail. Ouais. Et je pense que ça, on a déjà parlé, mais je pense que la reconnaissance et le fait aussi de se dire, moi, quand on a créé la fabrication additive, on leur a expliqué, parce qu'il y en a qui se sont dit, mais ça veut dire que l'usinage c'est fini, ils vont tout faire en fabrication additive. Et moi je leur ai expliqué que c'était complémentaire, qu'il y avait une stratégie derrière, et d'expliquer la stratégie et la vision où on voulait aller, c'est ça qui motive tout le monde. Et tout le monde a suivi le projet parce qu'on a su l'expliquer et on a su leur montrer que on prenait des décisions, mais dans tel but ou dans tel but, quoi. On va vers cette direction pour ce but bien précis, et on se sent pas comme un équilibriste à chaque fois où je sais pas trop où je vais, etc. Et je verrai demain si ça marche, j'ai pas. Et c'est vrai que il y a eu des moments au départ quand on avait SMIB à RM, on voyait 3 semaines devant nous. Le carnet de commandes, c'est 3 semaines. Donc tu sais pas dans 3 semaines ce que tu vas faire. Mais c'est comme ça. C'est Comme Effort, on avait 3 mois, 6 mois de visibilité. Un peu plus. Après 3DP, un gros risque technologique. Et puis c'est une start-up, donc c'est différent. C'est pas une PME qui est installée là depuis. Parce que Comme Effort, ça existait depuis combien de temps? Dans les années, au moins 50 ans, je crois. Au moins 50 ans. Oui, donc c'est quand même de la PME. Il y a une histoire. Hein. Oui, il y a de l'histoire. Alors que quand tu crées ta start-up. Tu lèves beaucoup de fonds, t'as pas de chiffre d'affaires. Et là, tu vis un peu sur l'argent que t'as mis dedans en attendant que ça se lance et que ça marche. Et puis tu pars de zéro, tu recrutes les gens que tu veux. Quand tu reprends, tu as les salariés. Tu récupères les salariés des autres, oui, c'est vrai. La 3DP, tu recrutes, tu choisis tes salariés, tu choisis tes machines, tu choisis ton local, tu développes ta stratégie commerciale. C'est génial, c'est génial. Super, j'imagine, tu me donnes envie. C'est une aventure. Mais tu me donnes envie de créer ma start-up, je ne sais pas dans quoi, mais D'accord. Et du coup, donc voilà, tu lances 3D et P, voilà, et ça marche, ça... Non. Pardon. Non, ça marche pas. D'accord. On a des clients, alors par contre, on a des clients, on va voir des rangs 1 de l'aéronautique, j'ai pu rencontrer le directeur innovation d'Airbus, des choses que on s'attaque à d'autres milieux encore. D'accord. Donc découverte encore d'autres milieux, d'autres choses, la R&D, l'innovation. Donc on n'a plus affaire aux acheteurs, on a affaire
aux responsables R&D dans les structures. Donc, c'est encore d'autres choses, encore d'autres milieux qu'on découvre. Par contre, technologique est encore pas mature. D'accord. Donc, on invente les métiers. Hein. C'était passionnant. Mais passionnant parce qu'on a mis des mots sur des choses qui n'avaient pas encore de mots. On disait par exemple faire des couches de matière. Comment on appelait ça ? On a appelé ça laser. Parce que c'était avec un laser. Donc, voilà, et puis en plus, on était des recrutements très disparates. On avait des ingés, des métallurgistes. Enfin, c'est d'autres métiers qui rentrent aussi. Et il fallait qu'on crée un vocabulaire commun. Donc, c'était... Non, mais c'est toute la création d'un nouveau monde. Passionnant. Après, le marché, pas là. Pas mature pour pas recevoir. Ou alors, il fallait être très gros. Ok. Nous, on avait une machine. Ok. Une machine, c'était déjà plus d'1 million. La machine. Ok. Ah ouais. Et donc, on se retrouve vite on essaye de développer des nouveaux modèles, faire de la formation, etc. Mais bon, ça suffit pas. Ouais. Ça suffit pas à rembourser. Et du coup, question qui se pose, qu'est-ce qu'on fait ? Ok. Et qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, c'est moi qui décide. Cette fois-ci, là, c'est ma décision. On vend. 3DP ? Tout. D'accord. Parce que j'ai exactement 45 ans. Ouais. Non, 44, je crois, quand je décide de ça. Mon père a plus de 60 ans. Et je me dis, cette fois-ci, il va aussi, lui, je pense qu'il mérite aussi d'avoir... une retraite. Voilà, une retraite. Ouais. Et je me dis, moi, j'ai envie de faire autre chose. Ah oui. Tu veux plus faire de mécanique Alors si, j'aime bien la mécanique, c'est pas ça, mais je me dis, non, j'ai envie de faire autre chose. Ça a toujours été des étapes aussi de ma vie perso. D'accord. Quand je me suis lancée, c'est quand j'ai eu ma fille. C'est à ces moments-là, je trouve qu'on réfléchit au sens de notre vie. Je me suis dit, le sens de ma vie à 45 ans, non, j'ai pas envie. Parce que je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai pas. D'accord, il faut se lancer ou il faut sauter sans parachute. Soit je sais que je vais rester jusqu'à 60 ans. Accroché à Coméfort et à 3DP. Voilà. Ouais. J'avais d'autres solutions que de vendre. Mais je me suis dit, non, si tu veux faire autre chose dans ta vie... Il faut avoir la possibilité de le faire et pleinement. C'est maintenant. Parce qu'après, quand tu auras plus de 50 ans, ça sera peut-être plus difficile, etc. Ouais. Donc, c'est maintenant. Ok. Non, mais c'est hyper couillu, c'est hyper courageux. Après, je pensais bien vendre sans... Voilà, j'ai vendu. Mon père a surtout vendu parce que c'est lui qui avait à l'époque, c'est lui qui avait le plus investi, même si j'avais fait mon petit emprunt. Ouais. Mais voilà, on a récupéré de l'argent en vendant. C'est pas... Oui. Donc, c'est pas si risqué que ça. Oui. Non, mais je veux dire, changer totalement ta vie. Oui. C'est quand même, c'est pas souvent qu'on fait ça. Il faut quand même, ça prend du courage pour se dire aujourd'hui, je décide que ma vie, c'est plus ça. Oui. Et je veux aller dans une autre direction. Et tout ce que j'ai bâti, parce que mine de rien, avec ces quatre sociétés, c'est quand même un petit empire, un mini-empire familial. Non, mais je veux dire, c'est avec tes employés, avec tout ça. Faut quand même... c'est courageux. Oui. Après, il n'y avait pas non plus de génération derrière moi. Oui. Et voilà. Ta fille voulait pas reprendre. Non. Ma sœur non plus, les filles de ma sœur non plus, je pense pas. Donc voilà. Donc fallait se libérer de tout ça. Ok. Et alors quand tu veux vendre, qu'est-ce que tu fais quand tu veux vendre ? Tu te rapproches de gens qui veulent acheter. Non. Non. Parce que tu le dis pas. Ah, tu le dis pas. Ah non. Tu le dis pas, mais surtout pas. Pourquoi tu dis pas ? Ah, mais c'est comme ça. D'accord. En France, on ne dit pas quand on vend. Ok. Si tu veux savoir une entreprise si elle est à vendre, tu peux pas. D'accord. Donc, je vais voir un cabinet qui fait de l'intermédiation, on appelle ça un peu. Donc, il fait de la fusion, acquisition, cession, tout ça. Voilà, et pour qu'ils vendent ma société. Et c'est à eux de trouver la personne. C'est ça. Ok. Et ils gèrent tout après. Enfin, toi aussi, tu gères des trucs parce qu'il faut des papiers. Mais voilà.
Donc ils ont... Alors en plus c'est moi qui les ai trouvés. Comme quoi. Ah bah super. Quelle bonne idée du coup. Et oui, je rencontre un groupe là qui a une typologie intéressante parce qu'ils ont à la fois de la fabrication additive et de l'usinage. Déjà eux aussi. Et puis... Plus avancée leur fabrication additive? Oui. Ok, plus avancée parce qu'ils avaient plus de moyens. Et puis un groupe qui est beaucoup plus gros. Hein. Oui. Un groupe, et je me dis, ce serait bien. Parce qu'ils sont très aéronautiques. Je me dis, il y a une synergie avec la défense. Eux aussi se disent la même chose. Et puis, voilà, on fait affaire. Voilà. Et puis, ils me demandent de rester 2-3 ans dans la société pour les aider à développer. À quel poste? À la direction commerciale. Direction commerciale. Voilà. Et tu dis oui tout de suite? Oui, parce que c'est un petit peu une condition pour qu'ils achètent. C'est la condition pour qu'ils achètent, d'accord. Oui, ça fait partie du package. D'accord, on achète, mais surtout rester un petit peu là pour nous aider jusqu'à ce que... Voilà. D'accord. Bonne ou mauvaise idée de rester dans sa société après avoir été patronne? Mauvaise idée, je te dirais. Ouais. C'est quelque chose que maintenant, moi qui fais ça, je le déconseille. C'est 3-6 mois maximum. Pour les deux. Pour la personne qui reste, qui a été dirigeant, de plus être aux manettes. Ouais. Donc compliqué. Puis c'est pas la même logique, vu que là c'est un groupe qui voilà. La logique de groupe et la logique de la PME qui se gère toute seule, on n'est pas sur les mêmes... c'est pas les mêmes considérations, non, je suppose. Voilà. Et puis même pour eux, parce que du coup, c'est plus compliqué finalement tout ça. Donc, de toute façon, ça a duré 2 ans. Ouais. Et voilà. Et pendant ces 2 ans, donc, tu te retrouves la directrice commerciale voilà. de Coméfort. Donc, tu as vendu à ce groupe les 4 sociétés? Tout a même été ma vendu. holding. Parce qu'en fait, quand tu as des sociétés comme ça, généralement, tu as une société mère, on appelle ça, ou une holding. Mm-hmm. Et j'ai tout vendu. On a tout vendu avec mon père. Donc, et là, tu es la directrice commerciale. Voilà, salariée. Et donc, au bout de 2 ans... Au revoir, merci. Et là, au bout de 2 ans, du coup, au bout de ces 2 ans, j'ai eu le temps de mûrir aussi de ce que je voulais faire. Et ce qui m'intéresse, je me dis, j'ai envie de rester dans ce milieu industriel quand même. Oui. Mais sans être dans l'industrie elle-même. Enfin, je veux plus être chef d'entreprise. Je vais pas chercher un poste de salarié. Ouais. Ça, c'est sûr. Ok. Mais je me dis, qu'est-ce que je peux faire, quelles compétences j'ai acquis finalement, parce que j'ai pas acquis je suis spécialiste de rien. Ouais. Mais je suis spécialiste. Tu connais tout. Mais je connais tout. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux vendre en faisant ça? C'est ça. C'est par précieux contre, en fait. Hein. C'est précieux mine de rien. Oui. D'avoir fait tout ces mais métiers. En même temps, du coup, je fais quoi? C'est vrai. Alors, qu'est-ce que si je dois postuler ou monter un truc, qu'est-ce que je mets sur le monde de l'entrepreneuriat, moi, c'est ça qui me plaît. Donc, je trouve une formation BPI sur l'accompagnement à la création d'entreprises. Parce que je me dis, je trouve pas vraiment de formation spécifique à la reprise. Mais je me dis, voilà, ce que j'ai fait, j'ai quand même... Du coup, j'ai repris... 4 fois, j'ai créé 1 fois, j'ai liquidé 1 fois, j'ai vendu 1 fois, je me suis séparée d'un associé. Donc tout ça, je me dis, c'est quand même à capitaliser cette expérience. Et puis je reste dans le milieu de l'industrie. Voilà, pourquoi pas. Et donc je fais cette formation jusqu'à il y a 1 an où je finis cette formation. Ça dure combien de temps cette formation? C'était 1 semaine par mois pendant 7 mois. Donc je fais ça de juin à décembre 2019 et je me lance en 2020. Et ça t'a appris des choses que tu ne connaissais pas? Ah oui. Sur l'accompagnement individuel, on va plus, parce que c'était quand même plus sur l'accompagnement de jeunes créateurs, mais pas forcément de start-up. Ça m'apprend... Alors, je fais une cartographie aussi des acteurs de l'entrepreneuriat de mon territoire. Mm-hmm. Donc là, je vais voir plein d'acteurs, aussi bien des gens qui font du crédit, des gens qui font de l'accompagnement, de l'innovation... des gens, de l'accompagnement en ESS, enfin plein de choses. ESS économie sociale et solidaire. D'accord, ok. Et donc, j'ai créé ma structure,
Et je me dis, voilà, derrière, en janvier, je démarre en janvier. Aussi, je me laisse un peu de temps. Oui, la vérité, je me laisse un peu de temps. Parce que tu n'avais pas pris beaucoup de vacances. Non, ça n'était pas... et je me laisse un peu de temps et je me dis, voilà, mon rythme, c'est moi qui le choisirai. Parce que quand tu es chef d'entreprise, on dit qu'on est libre, mais on n'est pas si libre que ça parce qu'on est aussi exemple. Pour moi, c'était très important. Je ne me permettais pas tant de choses que ça. Parce que moi, je devais être un modèle aussi à suivre. Et donc, j'allais pas toutes les après-midi jouer au golf. D'accord. Oh. Pourtant, il y a un très beau golf à Saint-Étienne. Quel dommage. Non, mais voilà, c'est pas que je veux critiquer ou quoi que ce soit, mais moi, pour moi, je devais être un modèle. Et plus, je pense, plus on est... Le fait aussi peut-être d'être une femme aussi, on doit être... je pense qu'on est plus exigeant envers nous-mêmes. Ouais. Pour se faire respecter, on doit être tellement exemplaire, tellement irréprochable que du coup on se met trop d'exigences sur nous, on est hyper exigeant. Moi je me suis sentie seule quand t'es partie de Coméfort. Il n'y avait plus aucune femme dans la défense. Non mais c'est vrai, on est plus exigeant. Oui, c'est vrai. Quand on est dans un milieu d'hommes, on doit être encore plus irréprochable. Ouais, c'est vrai. Et donc ça a été... voilà, du coup je me suis dit non, il faut le rythme. Et puis je me suis rendu compte aussi qu'on n'est pas obligé de bosser tout le temps, quoi. On peut avoir une vie à côté où on ne fait rien. Voilà. C'est et donc je me suis lancée cette année, là, donc je me suis lancée donc sur cette partie conseil en session transmission. Ouais. Donc là, principalement mon réseau a fait que c'était des entreprises de mécanique. Voilà, au mois de novembre, j'ai finalisé la première affaire. D'accord. Donc je Bravo. suis très contente. Ouais. Voilà. Et ça se passe comment en fait concrètement du coup qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton métier? Tu rencontres la personne qui veut vendre? Voilà. Tu lui trouves un acheteur? Je lui trouve des acheteurs. Est-ce que tu lui trouves les Je l'accompagne jusqu'au bout, jusqu'au moment où il va signer. Et puis il y a toute une partie aussi accompagnement. C'est des chefs d'entreprise. Moi, j'accompagne des petites PME. Oui. Je n'accompagne pas des grands groupes, ni même des ETI. Ouais. Pour l'instant, je suis quand même dans l'accompagnement de petites PME, structures. Ouais. Et du coup, c'est de l'accompagnement de dirigeants aussi. Parce qu'en plus, avec cette crise-là, je vois qu'il y a une grosse... C'est ce que j'ai appris dans ma formation. J'ai appris aussi à cette posture d'accompagnant. D'accord. Comment on est accompagnant. J'en avais besoin. Parce que moi, j'ai toujours pris des décisions. Et maintenant, j'en prends plus. Je ne prends pas les décisions pour les gens. J'accompagne à ce qu'ils se posent les bonnes questions pour qu'ils soient le plus éclairés possible et qu'ils prennent leurs décisions. Et donc, voilà, moi, j'accompagne, mais je vois, c'est aussi la relation qui compte beaucoup. C'est pas que des chiffres. Ouais. C'est la relation, la vision aussi. Moi, je pense que je peux amener par rapport aux autres, c'est mon regard un peu aussi, où j'ai pas qu'une analyse financière. D'ailleurs, c'est pas mon métier en plus, où je vais regarder des bilans et dire oui, c'est bien, c'est pas bien. C'est intermédiaire de gestion, machin, truc. Non, il y a du potentiel industriel, les machines, etc. J'ai une vision plus large. Et voilà, comme j'ai fait de tout, je peux avoir une vision sur tout. Très globale. Ouais, aussi bien sur la qualité, sur la performance, l'innovation. C'est ça que tu appelles l'accompagnement à la transition aussi? Exactement, voilà. D'accord. Je me suis aussi mise sur ces accompagnements, voilà, où on est sur des périodes charnières un peu, et on a besoin d'avoir des visions un peu à 360 degrés de son entreprise pour pouvoir être... C'est ça, je ne prendrai aucune décision pour les chefs d'entreprise, c'est à eux de prendre leurs décisions. Avec toi qui les aide à faire le point sur l'état des lieux global de l'entreprise, exactement. À quoi il faut penser, à quoi il faut réfléchir, et après... Quelles possibilités ils peuvent avoir en termes peut-être d'aide, de subventions. Voilà, ça peut être... Ah oui, mais ça... Enfin, les éclairer au maximum, mais après, voilà, sur une problématique d'investissement, sur une problématique de recrutement, de cession, enfin, toutes ces problématiques de transition, on va dire, où il y a quelque chose qui change dans ma société. Mais d'accord, c'est pas forcément vendre ou acheter quelque chose. Ça peut non, être j'ai vraiment, aussi ça.
C'est vraiment genre juste dans mon entreprise, il y a un problème, je ne sais pas, systémique ou je ne sais pas, j'ai besoin d'un conseiller qui va venir m'aider à y voir plus clair. C'est ça. D'accord, c'est ça aussi. Ok, et donc tu as finalisé ta première vente. Oui. Bravo. Et c'est quoi la suite? Donc ton entreprise, ça s'appelle ton entreprise, ça s'appelle Système G, il faut le dire quand même. Système G, voilà. Comme Géraldine. Et en parallèle, j'avais aussi envie d'avoir une action un peu plus sociale ou sociétale. Ouais. Et donc, j'ai rencontré une fondation qui s'appelle Agissons pour l'emploi. Ok. Via une dame qui est actuellement coordinatrice régionale et qui m'a fait confiance sur la partie entreprise. J'ai intégré la fondation en septembre. D'accord. Sur la partie, on va dire, médiation entreprise. Donc la fondation, elle a pour mission, elle est lauréate du PIC, donc du plan d'investissement dans les compétences. Plan d'investissement dans les compétences, ok. Voilà, sur la partie inclusion. Et donc, on accompagne des gens éloignés de l'emploi sur des métiers en tension. D'accord. Et donc, on va aussi bien agir sur les méthodes de recrutement RH des entreprises pour qu'ils recrutent des profils différents. Et on va chercher ces profils différents et on les accompagne pour être prêts à intégrer l'industrie. D'accord. Et donc, dans notre région, la fondation, c'est une fondation universitaire qui est soutenue, qui est soutenu par l'École centrale de Nantes et également par la DGA sur la région. Direction générale de l'armement. Voilà. Et donc là, moi, je vais plutôt chercher les entreprises qui ont des besoins, détecter leurs besoins, essayer de les... réfléchir différemment au recrutement. Voilà. C'est pas juste on cherche quelqu'un qui correspond à une fiche de poste. Non. On essaye de voir les compétences qu'une personne pourrait développer. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Ça. Et pour la faire coller au poste et c'est ça. Et à ce qui est attendu d'elle, voilà. Voilà. Et ensuite, on va chercher donc des gens qui sont éloignés de l'emploi. On a un SAS qui s'appelle Prépa Tremplin, qui est de 2 mois où on les reforme un peu... à se remettre dans le bain, dans le bain d'avoir après un métier et de tenir un poste, quoi. Enfin, voilà. Et ça marche bien. Oui, du coup, ça va... De toute façon, c'est une méthode qui a fait ses preuves. Oui. D'abord, ça existe en Bretagne dans les métiers du numérique et puis là, ça se déplace un peu voilà. partout. C'est une méthode qui existe depuis 2003, qui a fait ses preuves. Ouais. Et là, donc, c'est la 4e... Ils sont en train de monter PACA. Je découvre aussi le monde de la formation. D'accord, que je connaissais moins. Et c'est quoi la suite? Est-ce que tu as plein de projets vu que tu t'arrêtes jamais? La suite, non, c'est de continuer de développer maintenant parce que je suis qu'au démarrage. Donc, voilà, moi j'aimerais avoir un cabinet après, oui. Ah oui, d'accord, oui. Plus toi toute seule, recruter des gens. Voilà, de pouvoir avoir un cabinet de 4-5 personnes. Ah oui, redevenir chef d'entreprise. Oui, mais dans le conseil et l'accompagnement. Et rester sur cette partie session-transmission où je trouve très intéressant. Enfin, en même temps, voilà... J'ai toujours été émerveillée en visitant les sociétés, l'outil industriel. Moi, j'adore ça. Moi, j'aime bien aussi. Et voir les technologies qui existent. Enfin, c'est... En fait, on n'imagine pas. Parfois, on se retrouve dans une société qui fait un truc, mais tout petit, tout. On se dit, mais ça paye pas de mine. Et en fait, il y a tellement de technologies derrière. On se dit, mais comment la personne a pensé à inventer ça? C'est vrai que l'industrie communique très mal. On donne pas la parole aux chefs d'entreprise industrielle. Quand je te dis tournage, fraisage, tu demandes aux gens... je pense après, c'est très mal vu aussi, la formation, parce que les tourneurs, fraiseurs, chaudronniers, etc., c'est quand même... c'est pas très valorisé par l'éducation nationale. C'est pas des métiers nobles, je sais pas si on peut dire nobles, mais c'est du niveau CAP, c'est toujours... oui, c'est ça, c'est que... Il y a encore une image de Zola, l'industrie. Puis l'industrie ouvre peu ses portes finalement aussi. Qu'est-ce qui se cache derrière ces entreprises? Et on voit que maintenant, il y a une numérisation de plus en plus forte. Et l'industrie, c'est peut-être trop longtemps caché ou
on a trop eu des images déformées. Après, ça date pas d'aujourd'hui, oui, ça fait 40 ans. Ouais. On entend parler des cols bleus et des cols blancs. Oui, voilà, il y a une dévalorisation des métiers de production. Et quand on voit le plan de relance actuellement, on se dit il faut relocaliser en France. Mais s'il faut relocaliser, il faut reproduire. Et pour reproduire, il faut des mains et des bras. Et les métiers ouvriers. Voilà, et donc il faut former aussi. Et il faut accompagner cette transition. On ne peut pas relocaliser que des métiers qui seront entièrement robotisés. On aura aussi besoin, dans nos moyens de production, de forces humaines. Et après, il y a plein de métiers transverses dans l'industrie. Il y a il y a la logistique, il y a les achats, il y a la qualité. Il y a énormément de métiers transverses et des possibilités de progresser en plus. Et tout ça, les gens ne le savent pas. Ouais. On n'en parle pas. Non. On n'en parle jamais. Donc la Fondation Agissons pour l'emploi, ta société. Voilà. Autre chose? Des actions bénévoles aussi? Oui, mais beaucoup. Ça a toujours été... ça a toujours été parce que je n'avais pas 7 ans. Oui, en ce moment, je suis bénévole pour Positive Planète. Alors, qu'est-ce que c'est Positive? Positive Planète, c'est une association qui aide les chefs d'entreprise. D'accord. Les petits... qui ont démarré leur activité. Mais ils n'arrivent pas encore à vivre de leur activité. D'accord. Donc, il faut avoir créé. Généralement, il y a beaucoup d'aides pour créer. Oui. Mais une fois qu'on a créé, on trouve peu de structures qui accompagnent la post-création. Et là, Positive Planète... Quand tu parles de création, c'est... Alors, si j'en crois ma petite expérience, création, c'est... tu vas voir ton avocat des affaires, tu fais des statuts... ça peut être aussi bien... Alors, c'est en tout, hein, ça peut être soit en société, d'accord, ouais. soit en entreprise individuelle. Peu importe. Okay. Il faut avoir créé... Voilà. Tu as déposé une idée. La société existe. Là, actuellement, cette année, donc j'accompagne... Donc, nous, on accompagne une personne pendant 1 an. Et là, la personne que j'accompagne, c'est une jeune traiteur qui fait de la cuisine franco-africaine. D'accord. Donc avec une petite note africaine. D'accord. Et donc, alors actuellement, elle est très très courageuse parce que c'est vrai que elle se positionne notamment sur l'événementiel. Oui. Voilà, donc... les mariages en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, non. C'est vrai que c'est pas ce qui court les rues. Ça fait combien de temps qu'elle a créé sa société? Elle a créé il y a un peu plus d'1 an. Ouais. Donc bon. C'est tombé pile au mauvais moment. Ouais. Voilà. Donc là, elle démarre un nouveau projet, on va dire en mars, parce qu'elle prend un local où elle va cuisiner. Voilà. On travaille aussi bien le business plan, la partie communication, commerciale, marketing, comptabilité. C'est une vision à 3. En fait, nous on est des mentors, on s'appelle ça comme ça, Positive Planète, et on accompagne 1 fois par mois. Okay. Voilà, c'est ces personnes qui ont créé, parce que la création, il y a quand même beaucoup de créateurs pauvres. Ils sortent du chômage, mais pour autant, ils vont à peine toucher le RSA. Ouais. Donc voilà, et donc elle a 2 activités principales. Elle veut faire de l'événementiel et du plateau repas entreprise. Donc là, c'est pareil aussi, le plateau repas entreprise. Voilà. Ok. Donc ce bénévolat-là, et puis après, je suis encore aussi bénévole au supermarché coopératif de Saint-Étienne, à Fourmilière. Ah oui, c'est vrai. Tu vas faire la caisse ou les choses comme ça. Voilà, le rangement. D'accord, oui, voilà, c'est vrai. Donc c'est ça m'intéressait aussi de voir tout ce qui était coopératif aussi. Ouais. De voir un peu les modes de fonctionnement. Et ça marche Ça marche, oui, ça marche. Ça tient à peu près ses objectifs. Ok. Voilà, après, là... j'avais plus de temps avant, mais là j'en ai moins de temps, donc je m'implique beaucoup moins. Et puis, non, mais quand on s'implique moins, du coup, voilà. Mais bon, je continue à aller prêter main forte. Voilà, et pouvoir faire mes courses sur du local, du bio, voilà. Et du coup, si tu avais des conseils à donner, il y a des jeunes là qui t'écoutent, qui veulent monter leur entreprise, qui ont des rêves d'entreprise. Quels seraient tes conseils principaux il n'y a pas de profil type d'entrepreneur pour moi. Tout le monde peut l'être. Il ne faut pas se croire, non, moi je ne peux pas le faire. Il faut trouver les bonnes personnes qui vont
il faut s'entourer des bonnes personnes et trouver les bons accompagnants, etc. En France, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'aides sur la création d'entreprise, qu'on peut vraiment créer facilement. Il y a quand même le système du chômage aussi, où on peut garder... Voilà, il y a quand même... voilà, il y a des structures qui font des microcrédits, il y a des garanties, des structures qui accompagnent sur des garanties bancaires, etc. Donc, il ne faut pas se dire, parce qu'on a un profil moins commercial ou plus technique ou l'inverse, tout profil peut entreprendre. Après, il faut se lancer. Après, il y a des gens qui n'aiment pas ça non plus. C'est beaucoup d'heures. Au début, c'est beaucoup d'heures. La personne qui pense qu'elle va être plus tranquille. Oui, elle va plus être tranquille parce qu'on n'a plus de chef. Et on fait ce qu'on a envie. Et ça, c'est... Mais en même temps, quand même cadré, quoi, parce que tu fais ce que tu as envie, mais il faut que ton entreprise, elle... Ah ben, il ne faut pas compter ses heures non plus. Oui, voilà. Au début, si tu en pars de rien, il ne faut pas... La reprise, c'est autre chose, par exemple. La création, on doit tout créer. On doit créer son business, on doit créer ses clients, on doit trouver ses fournisseurs, on doit tout créer. La reprise, on part, on peut déjà s'assurer presque un salaire parce qu'on reprend à quelqu'un quelque chose qui existe déjà. Voilà. Donc, il y a déjà ses clients, qui a déjà... Mais après, voilà, chacun... on ne peut pas dire il vaut mieux reprendre ou vaut mieux... Ça dépend du projet. Tout dépend du projet. Il y a plein de choses qui existent. Il ne faut pas hésiter à chercher. Maintenant, on a quand même des moyens facilement de trouver sur Internet ce qui peut exister, etc. Ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas de profil d'entrepreneur. Tout le monde peut se lancer. Et il y a des choses rédhibitoires, par exemple, pour la reprise d'entreprise ? La reprise d'entreprise, il faut un peu d'argent. Ouais, c'est ça. Alors qu'une création, comme on crée, on peut partir de plus petit, on progresse. La reprise, il faut un peu d'argent. Après. À mettre sur la table pour assurer les arrières. Ou sinon, appelez Système G. Et puis, voilà. On pourra vous diriger vers des entreprises à reprendre dans des domaines, non, pas divers et variés, non, c'est quand même de la mécanique. Non, pas de la mécanique, que de l'industrie. Que de l'industrie. Je fais pas de commerce, par exemple. Je sais pas faire et puis ça m'intéresse pas. Je veux cette partie technologique. Ok, donc tu choisis vraiment les gens. Est-ce que des gens viennent frapper à ta porte pour te dire est-ce que vous pourriez vous occuper de mon entreprise et ça dépend, oui. Ça peut être les deux. Parce qu'après, commercialement, j'ai fait un site. Oui. J'ai fait des campagnes de marketing. Voilà. Pour trouver des clients. Au départ, là, moi, je pars de rien. Je crée. Donc... faut que je trouve mes clients, puis une fois que je les ai vendus, c'est plus mes clients. Donc après, tu as le bouche à oreille, faut se faire connaître aussi auprès des bonnes personnes. Tu sais, c'est comme quand moi, j'ai créé, j'ai fait mon business model, mes partenaires, ça peut être se faire connaître auprès des experts comptables, des juristes, etc., qui sont souvent les premiers à savoir quand une entreprise est à vendre. Mais on ne sait pas si une entreprise... Il faut démarcher les chefs d'entreprise, savoir s'ils souhaitent vendre, s'ils souhaitent nous confier le mandat de vente ou pas. Ah voilà, tu as un mandat et en fait c'est... Alors, c'est un peu comme, pour simplifier, agent immobilier. C'est ce que j'allais dire, je voulais pas te... Non, mais c'est vrai. Où tu prends une part sur la vente. Voilà, d'accord. C'est ça. D'accord, ok. Mais c'est... À part que tu vends pas... Non, mais c'est vraiment ça. Mais en fait, tu vends... Alors, tu as plusieurs choses, non ? Tu vends ta prestation de conseil, d'accompagnement, et ensuite, tu as une part sur ça va dépendre du projet. D'accord, ok. Il y a des projets où j'arrive où il n'y a pas d'accompagnement. D'accord. Où il y a juste la vente. Mais la vente, c'est aussi de l'accompagnement quand même. Parce que il y a aussi l'adéquation entre le prix de la personne qui veut vendre et le prix du marché. D'accord, ouais. Oui, parce que parfois, on a du mal à voir le bon prix. Quand on a son entreprise, des fois, on pense qu'elle vaut plus que ce qu'elle vaut réellement. D'accord. Ou moins ça arrive. Moins ça arrive. Ok, d'accord. Et écoute, un dernier mot. Bon courage à tous les futurs entrepreneurs. Et voilà, du courage et de la persévérance et on y arrive. Ouais. Et quelques sites à conseiller, vers quoi on peut se diriger ? Sur la création ? Ouais. La création, il y a la chambre de commerce. SCI. Voilà, il y a BGE aussi, la boutique de gestion. Après, de toute façon, tout sur l'innovation, il y a Saint-Étienne Métropole aussi.
il y a BPI, enfin voilà, il y a plein de choses. Il y a tout simplement un site, je fais même de la pub, je crée dans ma région. Je crée dans ma région. Et vous avez même, la création, c'est vraiment très aidé. Je crois qu'il y a 7 ou 10 heures d'accompagnement gratuite. Il y a même un expert comptable qui vient un ou deux rendez-vous gratuits. Donc je crée dans ma région et il y a je crée à Saint-Étienne aussi, ou je crée à Saint-Étienne Métropole. Ça décline, je crée dans ma région mais à Saint-Étienne. Super, là vous avez toutes les cartes en main. Il n'y a plus qu'à. Tout le monde se lance. Faucon, il n'y a plus qu'à, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et de t'être livrée, de nous avoir raconté un peu une part de ta vie. Et puis je te souhaite bon courage pour Système G et pour la création de ton agence après de conseils. Et puis je te dis à très bientôt. Merci. À bientôt, bye bye. À bientôt, au revoir. Merci encore à Géraldine de m'avoir consacré du temps pour parler de son aventure de chef d'entreprise. Vous pouvez retrouver sur slice-lepodcast.fr un post dédié à cet épisode avec tous les liens utiles. Moi, je vous retrouve le mois prochain avec un nouvel épisode. Et jusque-là, prenez soin de vous.